Bonjour les cinquièmes, j'espère bien. Je teste ici un nouveau format de cours à distance en espérant rendre tout ceci un peu plus vivant. On va continuer de travailler à partir du diaporama de cours que vous connaissez, mais je vous propose cette vidéo en plus où je vais pouvoir vous apporter plus d'explications. Prenez votre cahier et votre trousse avec vous, on va travailler ensemble. Nous avons terminé le chapitre de géographie sur l'eau et l'énergie. Enfin, j'espère que vous l'avez terminé, sinon vous filez immédiatement le terminer avant de poursuivre cette vidéo. Donc après ce chapitre de géographie, on va repasser en histoire. Je vais découper ce chapitre en deux parties, dont la plus grosse partie sera celle qui suit. Ce sera en gros l'introduction et l'explication de l'exercice principal de la semaine. La deuxième vidéo sera sur la correction de ce travail et la fin du chapitre. Ainsi, vous pourrez avancer à votre rythme. Vous regardez cette première vidéo, on fait quelques petits exercices ensemble, puis je vous laisse avec l'explication du gros exercice. Vous faites le gros exercice à la maison, tranquille, et puis ensuite vous regardez la deuxième vidéo pour corriger votre exercice et finir le chapitre. Allez, on est parti. En histoire, nous en étions au Moyen-Âge, et puis on va y retourner. On avait vu dans les chapitres précédents qu'il y avait le Moyen-Âge des campagnes et le Moyen-Âge des villes. Je ne reviens pas dessus, je vous recommande fortement de relire vos cours pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Nous avions vu ensemble qu'il n'y avait pas vraiment de rois, mais plutôt des seigneurs, plus ou moins puissants. Alors j'aimerais que l'on jette un petit coup d'œil à ces deux cartes. Regardez bien les lignes rouges, qui sont les frontières du royaume de France, au XIe siècle pour la carte de gauche, puis au XVe siècle pour la carte de droite. Déjà, on peut voir que ces frontières sont loin d'être les frontières actuelles. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est de voir que le royaume de France s'est agrandi, du XIe siècle au XVe siècle. Le royaume s'est agrandi alors que nous venons de dire qu'il n'y avait pas vraiment de roi. Nous allons voir dans ce nouveau chapitre ce qu'il s'est passé, et surtout comment les rois ont réussi à regagner leur autorité et à créer un véritable État. Attention, avant de noter, les cinquièmes du collège de Vély, vous êtes au chapitre 4 d'histoire, donc vous allez noter H4, parce qu'on a fait un gros chapitre avec les campagnes et les villes en même temps, alors que pour les élèves de Braine, vous êtes bien au chapitre 5, donc vous écrirez bien H5. Parce qu'on a fait un chapitre sur les campagnes, puis un autre chapitre sur les villes. J'espère que vous avez votre cahier et votre trousse avec vous, sinon mettez la vidéo en pause et allez chercher tout ça. C'est parti, on note. H5, l'état monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. Comment s'affirme l'état monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois? Grand 1, les premiers Capétiens et la féodalité. Je vous laisse un petit temps en musique pour terminer de noter. Si vous n'avez pas terminé de noter, je vous invite à mettre la vidéo en pause avant de passer à la suite. Alors comme vous vous en doutez peut-être, parce que c'est dans le titre du chapitre, nous allons commencer par parler des Capétiens. Ce mot vient d'un roi, Hugues Capet. Reprenez votre stylo, on va noter un peu de cours. Hugues Capet devient roi en 987. Il est élu par les grands seigneurs du royaume. Il est sacré par l'évêque de Reims. Et il est à l'origine d'une longue dynastie, c'est-à-dire une succession continue de rois d'une même famille, d'une même lignée. Le pouvoir royal passe de père en fils.
Pendant que vous continuez de noter, je vais ajouter quelques petites choses. Alors oui, le roi, au départ, il est bien élu. Ça peut paraître un peu bizarre. Mais en fait, la dynastie capétienne se crée parce que le roi va tout faire pour que ce soit son fils qui soit élu roi après lui. C'est-à-dire que Hugues Capet va s'assurer que son fils devienne roi après lui. Et son fils va faire de même, et ainsi de suite. Donc petit à petit, on va abandonner l'idée de l'élection. Et le fils du roi deviendra roi à son tour, de manière presque automatique. Je vous laisse quelques instants pour terminer de noter. Je vais vous expliquer comment on est passé de la dynastie des Capétiens à la dynastie des Valois. C'est pas super important, mais je trouve ça assez intéressant de comprendre comment les successions fonctionnent. Donc on va faire un peu de généalogie. Le fondateur de notre dynastie capétienne, c'est donc Hugues Capet. Vous remarquerez que les Capétiens directs sont en bleu et les Valois en vert. Donc Hugues Capet a eu des fils, qui ont eu des fils, etc., etc. Et tout cela nous fait arriver à Philippe II Auguste. Ça me fait penser, si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec les chiffres romains, je peux vous redonner la méthode et des petits exercices pour vous entraîner si vous voulez. Envoyez-moi un message sur Pronote ou Néo et je vous prépare tout ça. Donc Philippe II Auguste a un fils, Louis VIII, qui va devenir roi ensuite. Louis VIII a un fils, Louis IX, qui va devenir roi, etc., etc. Mais on va s'intéresser à ce qu'il se passe après le règne de Philippe IV le Bel. Philippe IV a eu 4 enfants. Louis X le Hutin, j'ai oublié de préciser le 10, mais je pense que ça ne vous empêchera pas de dormir. Philippe V le Long, Charles VI le Bel et Isabelle de France. Lorsque Philippe IV meurt, le pouvoir passe à son fils aîné, Louis le Hutin. L'année où Louis le Hutin meurt, il laisse derrière lui 2 enfants. Jeanne II de Navarre et Jean, né cette même année, un nourrisson donc. C'est lui, logiquement, l'héritier du trône, sauf que il meurt après seulement 5 jours de vie. Donc on se pose la question de Jeanne de Navarre. Peut-elle hériter du trône? Mais c'est Philippe V le Long qui va se faire élire. On évince Jeanne de la succession car l'exercice du pouvoir royal est considéré comme sacré. C'est un peu comme se faire ordonner, c'est-à-dire devenir prêtre. Or, les femmes ne peuvent pas accéder à ce degré-là de sacralité. Elles ne peuvent pas devenir prêtres, c'est trop précieux, c'est trop sacré pour que ce soit une femme. C'est comme ça. Et puis on craint aussi que le royaume ne tombe dans d'autres mains si jamais elle se marie. Enfin bref, on trouve tout un tas de bonnes raisons pour ne pas faire de Jeanne la reine de France. Et puis on en fait même une loi qui va s'appeler la loi salique et qui interdit aux femmes d'hériter de la couronne. Donc Philippe V le Long règne, mais meurt sans héritier. Donc le pouvoir passe au 3e frère, Charles VI le Bel, qui meurt aussi sans héritier. Et c'est là que c'est franchement le bazar. Un bazar qui va donner la guerre de 100 ans, mais on y reviendra. On refuse de donner le pouvoir à Isabelle de France à cause de la loi salique, et puis aussi parce qu'elle est mariée à Édouard II, qui est le roi d'Angleterre. Alors, j'ai mis un petit cœur pour montrer que c'est un mariage, mais il faut bien se mettre dans la tête que les mariages d'amour, au Moyen-Âge, et surtout quand on est fille de roi, on oublie. Ce sont des mariages qui scellent des alliances politiques, surtout. Donc Isabelle de France réclame le trône de France pour Édouard III d'Angleterre, son fils, ce qui en ferait le roi d'Angleterre et de France. Autant vous dire que les grands seigneurs, ils n'étaient pas chauds. Donc on est remonté dans l'arbre généalogique et on est allé chercher dans l'autre branche, la branche Valois.
celle de Charles de Valois, un des fils de Philippe III le Hardi et le frère de Philippe IV le Bel. C'est donc comme ça qu'on passe des Capétiens aux Valois. Bien, revenons à notre Hugues Capet. Il est élu, certes, mais il n'a pas beaucoup d'autorité. Ce sont surtout les seigneurs qui font la loi dans le royaume. Il y a tout un système d'alliances et de fidélité que Hugues Capet et ses descendants vont petit à petit maîtriser pour imposer à nouveau une autorité royale. Ce système, c'est la féodalité. Reprenez votre stylo, on va noter. Cependant, les premiers Capétiens n'ont qu'un pouvoir très limité car les grands seigneurs ont encore beaucoup de pouvoir. C'est la féodalité. Un système politique où l'autorité centrale est affaiblie, voire inexistante. La féodalité est marquée par des relations de fidélité. Et je vous laisse finir de noter en musique. Si vous n'avez pas terminé de noter, mettez la vidéo en pause pour le faire car je vais vous présenter les consignes pour le premier exercice. À l'aide du document 1, associe à chaque mot de vocabulaire sa bonne définition. Recopie le tout sur ton cahier. Donc vous avez 4 mots de vocabulaire, vassal, suzerain, hommage et fief. Et vous devez remettre chaque mot avec sa bonne définition. Je vous laisse lire les définitions tout seul comme des grands, et moi, je vous lis le document 1. Le comte demanda au futur vassal s'il voulait devenir son homme, et celui-ci répondit « Je le veux », et ayant joint les mains que le comte enveloppa des siennes, ils se livrèrent par l'accolade. En gros, ils se serrent dans les bras. En second lieu, celui qui avait fait hommage dit « Je m'engage en ma foi à être fidèle au comte Guillaume, et l'hommage ainsi fait, je l'observerai contre tous, de bonne foi et sans fraude. » Et il jura une nouvelle fois sur les reliques des saints. Alors une relique, en gros, c'est un bout de saint. Ça peut être une dent, ça peut être un os, ça peut être une mèche de cheveux. Tout ça ayant appartenu à un des saints de l'Église. Je sais pas, Sainte Catherine par exemple. Je vous laisse faire votre exercice. On va passer à la correction. Si vous n'avez pas fini, mettez sur pause et terminez. Alors un vassal, c'est un seigneur qui se place sous la protection d'un seigneur plus puissant. Un suzerain, c'est un seigneur qui accorde sa protection à un seigneur moins puissant, à un vassal donc. L'hommage, c'est la cérémonie au cours de laquelle le vassal jure fidélité à son suzerain en échange de l'attribution d'un fief. Et un fief, c'est un domaine terrien et les droits seigneurieux qui y sont liés. En gros, c'est une seigneurie,
et je vous renvoie à votre leçon sur les campagnes au Moyen-Âge ou sur l'ordre féodal. Pour rendre tout cela un peu plus concret, une petite illustration. À gauche, vous avez le suzerain. À droite, les vassaux, parce qu'un suzerain peut avoir plusieurs vassaux, mais un vassal ne peut pas avoir plusieurs suzerains. Ici, le geste décrit par le texte, où le suzerain et le vassal se tiennent les mains. Et ici, le suzerain désigne un épi de blé qui symbolise la remise du fief. Pour clarifier un peu ce système féodal, on va faire un deuxième exercice. 1. Reproduis le schéma sur ton cahier, respecte bien les couleurs. Alors les couleurs, ce sont celles des flèches. Les petits pépères que je vous ai mis, c'est pour faire joli. Ne vous cassez pas la tête à les redessiner, à moins que ça vous amuse, dans ce cas, allez-y. C'est parti, on agrippe sa règle, on trace 3 rectangles, ça prend pas 3 heures, et on écrit ce qu'il y a à l'intérieur des cadres. Laissez bien de la place là où il y a des pointillés, parce que comme vous pouvez vous en douter, vous allez devoir remplir ce schéma. Je vous laisse terminer. Si vous n'avez pas terminé, mettez la vidéo en pause et terminez avant de passer à la suite. 2. Complète les pointillés du schéma avec vassaux ou suzerain. Je pense que c'est pas bien compliqué ça. 3. Reproduis sur ton cahier la légende du schéma et complète-la avec les propositions suivantes. Protège et remet un fief ou conseille, aide financièrement et militairement. Donc là, en gros, vous devez dire si les flèches bleues signifient protège et remet un fief ou conseille, aide financièrement et militairement, et inversement pour les flèches rouges. À vous de jouer. Si vous n'avez pas terminé, on met la vidéo en pause et on termine. Je pense que vous commencez à piger le truc. C'est parti pour la correction. On commence en bas du schéma avec les petits seigneurs, qui sont donc les vassaux des grands seigneurs. Ces grands seigneurs sont donc à la fois les suzerains des petits seigneurs et les vassaux du roi. Enfin, le roi est le suzerain suprême. Il ne fait allégeance à personne. Ensuite, dans la légende, on voit que les flèches bleues signifient conseil, aide financièrement et militairement, et que les flèches rouges signifient protège et remet un fief. Alors concrètement, ça veut dire que si un grand seigneur, appelons-le Robert, si un grand seigneur décide d'affronter un autre grand seigneur, par exemple, il va demander de l'aide à ses vassaux. Les vassaux de Robert vont donc lui fournir une aide financière, donc ils vont lui donner de l'argent, et militaire, donc ils vont lui donner des troupes, des hommes pour combattre. C'est ce que l'on appelle convoquer le ban et l'arrière-ban parfois. Le ban étant les chevaliers et l'arrière-ban n'importe quel autre homme d'armes, des mercenaires par exemple. Par contre, si un des vassaux de Robert, appelons-le Guillaume, si un des vassaux de Robert est menacé, Robert va venir le défendre. Alors, lorsque Hugues Capet devient roi, le système féodal est très fort, et le roi n'est pas vraiment considéré comme un suzerain véritable au début. Mais les Capétiens vont petit à petit renforcer leur pouvoir grâce à certaines actions spécifiques sur lesquelles on va se pencher, et ils vont rétablir leur pouvoir, leur autorité, jusqu'à être réellement, cette fois, pas juste en théorie, le suzerain suprême.
Le rétablissement de l'autorité des rois de France prend plusieurs siècles et passe par la mise en place d'un État moderne, c'est-à-dire centralisé. Car jusqu'à présent, chaque seigneur faisait un peu ce qu'il voulait sur sa seigneurie ou dans sa ville. Et les Capétiens et les Valois vont réussir tout doucement à unir tous ces seigneurs et surtout à leur faire respecter des règles communes. C'est ça, la définition d'un État. C'est un espace sur lequel tout le monde obéit à la même règle, aux mêmes lois. Prenez votre cahier, on va noter un peu le cours. Les Capétiens, puis les Valois, ont peu à peu maîtrisé la féodalité jusqu'à la maîtriser totalement. Ils ont peu à peu regagné le pouvoir politique en France et le roi est redevenu petit à petit une figure d'autorité forte. Nous allons nous concentrer sur quelques rois qui ont mené des actions contribuant fortement à la restauration du pouvoir royal et à la mise en place d'un État moderne. Un État, c'est un territoire délimité par des frontières sur lequel s'exerce un pouvoir qui impose des règles communes. Commencez à noter, en attendant, je vous explique un petit truc. Vous vous souvenez quand je vous disais que Église avec une majuscule et Église avec une minuscule, ça ne voulait pas dire la même chose? Là c'est pareil, avec État. Quand on parle d'un État avec une majuscule, en fait, on parle en gros d'un pays. Par exemple, l'État français, ça représente le territoire français et l'autorité qui est à l'œuvre, donc l'ensemble du gouvernement. Alors que quand on parle d'État avec une minuscule, ça veut juste dire la manière dont est une chose. On parle par exemple des différents états de l'eau. Ou bien on dit après une vilaine chute de vélo que son genou est dans un sale état. Donc attention à ne pas confondre état et état. Je vous laisse terminer de noter. On va reprendre, donc vous mettez en pause si vous n'avez pas fini. On arrive à l'exercice principal de la semaine. Il va se dérouler en plusieurs parties. J'ai choisi 6 rois et nous allons étudier comment ils ont contribué à renforcer l'autorité royale et à créer un État moderne. Je vais lire les consignes, éventuellement préciser 2-3 choses et lire les documents écrits, mais vous ferez le travail seul. Je ne ferai pas de pause. Et quand vous le ferez, sur votre cahier, pensez à laisser quelques lignes de libre après chaque roi pour la correction. Une dizaine de lignes, ça devrait suffire. On y va. Exercice 3. Philippe II Auguste. À l'aide des documents suivants, répond à ces 2 questions. Et je vous ne dirai jamais assez, mais rédigez vos réponses. Nom de Zeus. 1. Comment Philippe II Auguste s'impose-t-il face à ses vassaux? 2. Qu'est-ce que le domaine royal? 3. Comment évolue le domaine royal sous Philippe II Auguste? Ici, je rappelle qu'évoluer, ça veut dire changer. Si vous me dites « il évolue beaucoup », c'est super, mais ça ne me dit pas comment il évolue, comment il change. Donc, attention à ça. On passe au document à utiliser. Ici, on retrouve 2 cartes du royaume de France. Faites attention, regardez bien la légende, comparez les 2 cartes. Je vous ai remis le vocabulaire du manuel, peut-être que ça vous servira, qui sait. Mais je vais surtout vous lire le texte qui décrit le retour de la bataille de Bouvines. Alors, cette bataille oppose l'armée du roi de France, Philippe II Auguste, à l'armée de Jean Santerre, qui est le vassal du roi de France et le roi d'Angleterre. Et Jean Santerre, il est allié à l'empereur germanique Othon IV. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, Jean Santerre a des fiefs dans le royaume de France, notamment une bonne partie de la Normandie et toute l'Aquitaine, donc toute la région de Bordeaux. Et Philippe II Auguste décide de lui confisquer ses fiefs. En gros, Philippe II essaye de récupérer les territoires continentaux du roi d'Angleterre. Et comme vous pouvez vous en douter,
Jean Santerre, il n'est pas très content. Donc, il s'allie à Othon IV pour combattre les Français. D'ailleurs, il y a une émission d'Arte qui est gratuitement disponible sur leur site donc arte.tv, et qui est super chouette. Ça s'appelle Point de repère, et il y a un épisode sur cette bataille. Je vous mettrai les liens dans la deuxième vidéo. C'est parti, lecture. Le roi de France, joyeux d'une victoire si inespérée, rendit grâces à Dieu, qui lui avait accordé de remporter sur ses adversaires un si grand triomphe. Il emmena avec lui, chargé de chaînes et destiné à être enfermé dans de bonnes prisons, les 3 comtes, ainsi qu'une foule nombreuse de chevaliers. À l'arrivée du roi, toute la ville de Paris fut illuminée de flambeaux, de lanternes, retentit de chants, d'applaudissements, de fanfares et de louanges, le jour et la nuit qui suivit. Des tapis et des étoffes de soie furent suspendus aux maisons. Enfin, ce fut un enthousiasme général. Je ne vous laisse pas de temps ici pour faire l'exercice, sinon la vidéo va durer 3 heures et elle est déjà bien longue, je pense. Donc on passe à la suite. Louis IX, appelé aussi Saint Louis, parce qu'il était très pieux. 1. Quelle décision prend le roi? 2. Pourquoi? 3. Explique pourquoi cette décision renforce l'autorité du roi. Pour les 2 premières questions, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières. Je ne lis pas la petite bulle info, vous êtes grand. Par contre, pour la 3e question, il va falloir que vous réfléchissiez un peu plus. Essayez de voir quel message envoie Louis IX au Seigneur avec cette décision. Philippe IV le Bel. 1. Quelle décision prend le roi? 2. Pourquoi? 3. Explique pourquoi cette décision renforce l'autorité du roi. Ici, vous avez du vocabulaire et un texte que je vous lis. Le 1er août 1314, Philippe le Bel, roi de France, assembla à Paris de nombreux barons et évêques, et surtout, il fit venir de nombreux bourgeois de chaque cité du royaume. Enguerrand de Marigny, gouverneur de tout le royaume, parlant au nom du roi de France, leur parla de la guerre de Flandre, des dépenses qu'elle avait entraînées. Il dit aux bourgeois du royaume que le roi voulait savoir lesquels lui feraient aide pour faire la guerre en Flandre. Les bourgeois répondirent que volontiers, ils lui en feraient aide. Le roi les en remercia. Comme précédemment, les 2 premières questions ne devraient pas tellement vous poser de problème, mais la 3e va vous demander un peu plus de réflexion. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Pourquoi est-ce que cela contribue à créer un État moderne, un État centralisé? Charles VII. 1. Quelle est la situation du royaume de France au début du règne de Charles VII, en 1422? 2. Quel événement vient renforcer la légitimité de Charles VII? Quel personnage célèbre y prend part? 3. À quelle grande guerre du Moyen-Âge met-il fin? 4. Qu'a créé Charles VII et qui a contribué à lui faire gagner cette guerre? Ici, il y a un peu plus de questions et un peu plus de documents, mais il n'y a normalement rien de très compliqué. Pour répondre à la première question, une carte qui représente la France après le traité de Troyes en 1420. Ce traité a été signé entre Henri V d'Angleterre et Charles VI, le père de Charles VII, qui était passablement fou. Charles VI déshérite son fils, Charles VII, au profit d'Henri V. Donc, ce traité prévoit qu'à la mort de Charles VI, Henri V régnera sur le royaume d'Angleterre et de France. Et puis sur la carte, vous voyez une zone violette, contrôlée par les ducs de Bourgogne. Alors quand je vous disais que les rois ont réussi petit à petit à devenir les suzerains suprêmes, parfois ça rate. Les ducs de Bourgogne sont très puissants et sont alliés à l'Angleterre. J'aurai peut-être l'occasion de revenir sur les Bourguignons dans une autre vidéo. On est toujours sur Charles VII. Je vous laisserai lire la petite biographie, mais je vous lis les paroles de Jeanne d'Arc. Moi, je te dis de la part du roi des cieux que tu es le vrai héritier de France et fils du roi. Il m'a envoyé vers toi pour te conduire à Reims, pour que tu y reçoives couronnement et consécration si tu le désires. Alors, comme je l'ai précisé,
Reims, c'est très importante pour les rois de France. C'est un symbole. Il n'y a que quelques rois qui n'ont pas été sacrés à Reims. Hugues Capet, c'était à Noyon, par exemple. Toujours sur Charles VII, je vous lis le texte. Création de garnison, les compagnies de la Grande Ordonnance. Une ordonnance est une loi royale. Pour faire cesser la pillerie qui longuement a eu cours en notre royaume, nous avons ordonné que les gendarmes seront logés dans les bonnes villes pour qu'aucun mal ne soit fait à nos sujets et à notre pays. Création des francs archers, les compagnies de la petite ordonnance. Nous avons avisé que, en chaque paroisse de notre royaume, il y aura un archer qui sera et se tiendra continuellement en équipement suffisant. Ils seront tenus de s'entraîner à toutes les fêtes pour nous servir toutes les fois que nous leur demanderons. Vous remarquerez que les gendarmes, dont parle le texte, existent toujours. C'est juste qu'on a modifié l'orthographe. Ça devient les gendarmes. Bon, il n'y a rien de très compliqué pour Charles VII. On passe à Louis XI. 1. Que consolide Louis XI durant son règne? 2. Qui détient le pouvoir? En gros, qui a le dernier mot? Qui est à la tête du royaume? 3. Comment s'appellent les représentants de Louis XI dans les différentes provinces du royaume? 4. Quel rapport Louis XI entretient-il avec les grands seigneurs? Un petit schéma pour vous montrer le fonctionnement de l'administration royale. On part du bas, la société, composée à la fois des paysans, mais aussi des bourgeois des villes et des seigneurs. Puis on a les baillis et les sénéchaux qui sont envoyés dans les provinces pour contrôler ce qu'on y fait, en gros. Et à Paris, on a la Chambre des comptes pour les finances, le Parlement pour la justice et le Conseil du roi. Et c'est le roi qui chapeaute tout ça. Ici, vous lirez la rapide biographie de Louis XI ainsi que la légende du document 9. Je vous laisse ici, car cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter sur Pronote ou sur Néo, et sur Facebook pour les plus ringards d'entre vous. Je sais que vous êtes tous sur Snapchat et TikTok. À bientôt pour la suite de ce chapitre.